C'est l'heure de notre chronique bi-hebdomadaire avec Frédéric Bérard, docteur en droit et politicologue. Et ces temps-ci, il y en a des sujets dont on peut parler avec ce spécialiste du droit constitutionnel. Donc, on va parler de ce qui se passe en Afghanistan, des élections fédérales et de l'idée de la vaccination obligatoire. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour Julie, grosse matinée. Oui, grosse entrevue à venir. Le nouveau régime taliban, Frédéric, qui s'installe en Afghanistan, il s'efforce de présenter un visage acceptable à la communauté internationale. Il demande même la légitimité internationale. C'est ce qui a retenu notre attention hier. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'accepter cette main tendue-là ou si c'est impossible de reconnaître ce genre de groupe extrémiste? Ça, c'est une excellente question et la réponse est excessivement difficile parce que la situation là-bas, on va le dire très clairement, c'est un bordel absolument épouvantable. Les Américains ont eux-mêmes contribué, en quelque sorte, dans les années 70, ils finançaient certains groupes islamistes, on se rappelle de Ben Laden au début des années 80 aussi, pour lutter contre l'Union soviétique. Donc, ils ont eux-mêmes créé un peu le monstre qu'ils ont combattu par la suite, on le sait, après le 11 septembre. On a tenté d'établir une espèce de démocratie, en quelque sorte, d'essayer de faire tenir ça, je dirais, une espèce de château de cartes un peu chambranlant, puis on l'a vu tout de suite, le château de cartes s'est effondré dès le départ de l'armée américaine. Disons que ça n'a pas veillé tard, soyons clairs là-dessus. Alors là, aujourd'hui, c'est quoi la stratégie? Ben, évidemment, pour les talibans, c'est d'aller chercher cette légitimité, cette reconnaissance internationale. Qui va les suivre là-dedans? Franchement, j'en doute. Là, ce que je comprends, par contre, c'est que la Chine est en train de positionner, de mettre ses billes sur, justement, l'aventure afghane pour des raisons essentiellement géopolitiques et économiques. Alors, si la Chine fait ça, qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Qu'est-ce que le Royaume-Uni vont faire? Qu'est-ce que les autres pays du G7 feront à ce moment-là? Allez savoir. Donc ça pour dire que c'est excessivement complexe, de toute évidence. Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que si ces pays reconnaissent cette légitimité-là à un regroupement de terroristes Des non-élus, hein? Pardon? Des dirigeants qui n'ont pas été élus, qui n'ont pas été choisis par le peuple non plus, là. Ben voilà, puis qu'on se comprenne bien, par contre, les États-Unis ont souvent eux-mêmes financé ou arrangé certains renversements de pouvoir. On se rappelle, par exemple, au Chili, avec Allende, à l'époque, je veux dire, c'est pas la CIA, là, c'est pas Mère Teresa, là, on se comprend bien là-dessus. Sauf que là, ici, on passe à peut-être même un autre niveau. Ces gens-là sont des gens excessivement dangereux, notamment pour les femmes, entre autres choses. Ce sont des crinqués de la pire espèce. Donc, Jean-Paul Sartre disait « Chaque décision entraîne une responsabilité ». Mais il disait aussi que chaque silence entraînait une responsabilité. Or, si la communauté internationale refuse de s'en mêler par son silence, entre toi et moi, Julie, c'est un peu comme si elle reconnaissait cette légitimité-là à ce groupe-là qui, bien franchement, est absolument pitoyable à tout point de vue. Donc, il faudrait cesser de retirer les troupes, il faudrait recommencer à s'impliquer. Moi, là, les troupes sont à peu près toutes parties de ce que j'ai compris et j'ai validé avec des amis spécialistes qui ont eux-mêmes œuvré en Afghanistan comme militaire. Là, je pense notamment à Martin Ford, qui disait, je ne crois pas qu'on va y retourner parce que, Joe Biden l'a dit très clairement. J'ai reposé la question, j'ai dit oui, mais compte tenu des massacres à venir, parce que c'est ce qui s'en vient essentiellement, vous regarderez les messages notamment de femmes juges qui disent, moi, je vais me faire décapiter des mairesses et ainsi de suite. Là, je veux dire, c'est sérieux, là, tout ça. Est-ce que Biden pourrait changer d'idée? Selon lui, la réponse, c'est non. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal et tout dépendra peut-être très ironiquement de l'ampleur des massacres, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, moi certainement que ceci démontre, Julie, à mon point de vue, puis ça fait longtemps que je le dis, toute l'espèce de faiblesse de l'ONU, des forces internationales. Ça prend, à mon avis, des instances internationales encore qui sont suffisamment musclées avec un pouvoir coercitif pour pouvoir intervenir sérieusement et ne pas s'en remettre à la volonté unilatérale, par exemple, des États-Unis. Autre sujet maintenant, il y a Justin Trudeau qui a déclenché des élections il y a un peu moins d'une semaine. Il aurait pu poursuivre encore au moins 2 ans. Est-ce qu'on gagne sur le plan démocratique à tenir des élections en septembre 2021? Et j'ajouterais à ta question, en septembre 2021, en pleine 4e vague d'une pandémie qui n'en finit plus,
difficile aussi comme question parce que quand on m'en pose la question aux gens, voulez-vous des élections, tout le monde va te répondre non. Donc ça, c'est ça, on va partir de cette prémisse-là. Ceci dit, est-ce que la question que tu poses est excessivement pertinente? Est-ce que ça vaut la peine? Or, si on regarde le paysage politique actuellement, il est permis d'en douter, là, soyons francs. C'est sûr que ce que vise Trudeau, c'est un gouvernement majoritaire. On s'entend bien là-dessus. Est-ce qu'il pourra l'obtenir? La réponse est que mathématiquement, oui. Mais la marge de manœuvre est assez mince. Et moi, ça me rend un peu mal à l'aise, toute cette opération-là, parce que bien franchement, on le voit, ce qu'il essaie de faire, c'est couper l'herbe sous le pied, par exemple, des conservateurs. Ils se disent, O'Toole n'est pas très populaire, il ramasse du fric, cela dit, donc on est mieux de. Même chose pour le NPD, qui doit avoir 58 piastres à peu près dans son compte en banque, en disant, on va lui couper l'herbe sous le pied lui aussi. C'est le fun, tout ça, mais quand on regarde les sondages, encore une fois, on arrive à quoi? À peut-être 5, 10, 15 comtés de plus. Et moi, je me demande si tout ça va pas se revirer contre le Parti libéral de Justin Trudeau, parce qu'il y a plusieurs électeurs qui, sont fâchés pour la subvention salariale qui continue de contribuer à la pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement. Et en plus de ça, il y en a plusieurs qui vont dire aussi, est-ce que c'était responsable de nous envoyer en élection en pleine pandémie? Moi, c'est surtout ce dernier volet-là qui m'achale personnellement. Mais surtout aussi, Frédéric Bérard, le gouvernement Trudeau n'était pas bloqué systématiquement à chaque projet de loi. Là. Il réussissait quand même à gouverner, à avancer. Ça, c'est aussi une excellente observation. Quand Trudeau nous dit que le Parlement est paralysé, je ne sais pas où est-ce qu'il a vu ça. Parce que justement, le NPD et même les conservateurs et le Bloc, personne de ces trois partis-là ne souhaitait aller en élection, ce qui a forcé leur collaboration. De la façon que ça fonctionne, quand un gouvernement est minoritaire, ce que ça veut dire, c'est qu'il a besoin de l'appui d'au moins un autre parti dans ces cas-ci pour pouvoir faire passer ces projets de loi. Or, sauf erreur, c'est ce qui est arrivé la quasi-totalité du temps. Donc, mettons ça sur appelons ça un faux fuyant. C'est une excuse qui est très cynique de la part du gouvernement Trudeau. Reste à savoir si les électeurs vont s'en souvenir le 20 septembre, mais ça, c'est une autre histoire. Et maintenant, le dernier sujet, Frédéric, ce matin, vaccination obligatoire. Le gouvernement du Québec qui en a parlé pour les employés de la santé, l'Université d'Ottawa pour ses étudiants, le gouvernement fédéral pour ses fonctionnaires. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est correct de faire ça? Légitime, oui, à mon sens, parce qu'autrement, je vois pas comment on va pouvoir passer à travers cette année pandémie. Là, soyons francs, on est déjà rendu à la 4e vague. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au Québec qui n'est pas parfaitement écœuré d'en entendre parler, mais moi, je fais certainement partie de ce rayon-là. Maintenant, est-ce que c'est constitutionnel, tout ça? De toute évidence, il n'y a pas de jurisprudence encore au moment où on se parle. C'est récent, évidemment, des pandémies. Heureusement, on s'en tape pas une à toutes les 2 semaines. Mon analyse est à l'effet que oui, je suis à peu près convaincu que les tribunaux confirmeraient la constitutionnalité d'une mesure comme celle-ci. Pourquoi? Parce que les intérêts individuels, les droits individuels, les libertés qu'on a à titre personnel, c'est le fun, sont protégés par les chartes, c'est consacré, on comprend tout ça, mais il n'y a aucune de ces libertés individuelles qui ne peut pas être évaluée à la lumière des intérêts collectifs. En d'autres termes, oui, tu as le droit à la liberté, par exemple, le droit de ne pas te faire vacciner, mais une fois qu'on a confirmé cette violation, il faut aller à ce qu'on appelle les intérêts collectifs, à la pondération, à l'évaluation des intérêts de la société. Or, comment on va passer à travers une pandémie sans cette vaccination-là? Franchement, moi, j'ai pas cette réponse-là, puis je pense qu'il n'y a personne dans les conspirationnistes là non plus. Donc, on n'aura pas trop le choix de passer à cette étape-là, à mon sens, et les tribunaux diront fort probablement que oui, il y a une violation d'un droit à la liberté parce qu'ultimement, on vous amène à choisir entre votre job et la vaccination, sauf que collectivement parlant, on considère que c'est une violation qui se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. Et puis voilà. Frédéric Bérard, il me semble qu'on pourrait parler encore 30 minutes. Je me tanne pas. Merci beaucoup. Bonne journée. Avec plaisir, la prochaine fois, juste me dire que je m'apporte un peu plus de café, par contre. OK. Salut Frédéric, merci beaucoup. Salut. Alors, c'était Frédéric Bérard, avocat et docteur en droit, ainsi que chroniqueur dans C'est jamais pareil.